Bonjour tout le monde, ici Jean-Claude Audette de Québec. Dans ce mois de septembre 2012, j'avais recommencé ce que j'ai quitté au mois de mai, soit faire quelques petites vidéos pour incorporer à mon compte sur YouTube. Dans le courant de l'été, j'ai eu une demande d'un jeune homme de 22 ans. Il est de la région d'Ottawa et il me disait qu'il avait regardé plusieurs de mes vidéos et que je parlais pas souvent de l'économie canadienne. Ça, ce jeune homme, je dois dire qu'il a un peu raison. Mais depuis que je fais des vidéos, c'est sûr que si je parle de l'économie canadienne, à l'échelle mondiale, c'est pas... Disons que c'est moins intéressant pour les internautes de l'Europe. Pourquoi je me suis spécialisé un peu sur l'économie européenne? C'est parce qu'avec la France, l'Europe du Nord, il y a au-dessus de 150 millions de francophones qui peuvent écouter mes vidéos. Et j'ai remarqué une chose, que les vidéos que j'ai faites à la demande d'internautes européens ont beaucoup de succès sur YouTube. C'est ceux-là qui marchent de préférence parce que les Européens connaissent mieux l'Europe que moi. Et quand ils me posent des questions sur certains sujets, les questions qu'ils me posent sont relatifs à les préoccupations des gens de l'Europe. Et j'ai quelques vidéos qui marchent très bien. C'est sûr que pour attirer l'attention du monde, c'est une chose qui n'est pas facile, parce que c'est un sujet, l'économie et ces choses-là, comme quand je traite de la physique, ce sont des choses très très arides. Mais ça intéresse du monde. Et quand un jeune de 22 ans me pose une question en me disant qu'il a regardé mes vidéos, ça me fait plaisir énormément. Parce que l'avenir est aux jeunes. Dernièrement, il y a un internaute français qui m'avait demandé de correspondre avec lui sur Skype. Je lui ai parlé la semaine passée. Et ils sont très inquiets en Europe. Qu'est-ce qui se passe là? Ceux qui ont un petit peu réussi à accumuler quelques biens matériels ou monétaires sont très inquiets sur la situation en Europe. C'est sûr que c'est une situation qui n'est pas facile. Mais je vais revenir à mon jeune homme de 22 ans pour parler de l'économie canadienne. D'abord, je vais commencer par l'économie du Québec. Comme on le sait actuellement, malheureusement, la situation se dégrade un peu partout dans le monde. Et même le Canada n'est pas touché, et même la province de Québec. Et notre croissance, la Banque royale a réajusté l'économie de la croissance de la province de Québec, là, de 1,6 qu'elle était à 1%. Ça veut dire que probablement d'ici au fêtes, ça ne sera plus 1%, là, ça va peut-être être 3/4% dans 1%. Autrement dit, à toute fin pratique, il n'y aura plus de progression de l'économie du Québec d'ici les fêtes. Et on le sait, notre économie est basée principalement sur les ressources naturelles. Que ce soit le bois, malheureusement, le bois ne va pas très très bien actuellement, que ce soit pour les scieries et la papeterie. On sait que l'impression des journaux se fait de moins en moins parce que les jeunes sont tous sur Internet. Et moi, j'en ai des jeunes et les journaux, ils regardent presque plus ça. Ils sont dans Internet, ils sont au courant des nouvelles puis tout ce qui se passe. Et dans notre haute richesse naturelle que nous avons, je dirais en abondance, mais c'est pas tout à fait exact. On a beaucoup de cuivre dans l'Abitibi et de l'or. Et les Monts-Atifs, il y avait de l'uranium là-dedans, là. Et là, ils ont découvert des diamants. Ça fait longtemps qu'ils parlent de ça, ça fait peut-être une quarantaine d'années qu'ils pourraient possiblement trouver des diamants dans le secteur des Monts-Atifs. Là, ils en ont trouvé. Et la principale économie du Québec aussi, ce sont nos ressources hydrauliques, avec nos immenses barrages que l'Hydro-Québec a construits. Mais ça coûte de plus en plus cher. On parle que le projet de la Romaine coûte 10 cents dessous du kilomètre-heure, du kilowattheure, excusez. Et c'est pas très très rentable actuellement. Mais que voulez-vous, ces projets-là vont se faire, là.
Et plus on attend, plus ils vont coûter cher, évidemment. Mais l'Hydro-Québec a beaucoup de barrages qui sont payés, qui sont amortis dans ses livres. C'est pourquoi elles peuvent se permettre encore de verser une couple de milliards par année au gouvernement, même si les projets qu'elle fait dans le Nord sont pas rentables économiquement, là, parce que c'est les vieux barrages, autrement dit, les barrages amortis qui payent pour la différence que l'hydro peut vendre son énergie au kilowattheure. Et dernièrement, nos politiciens ont lancé le plan Nord. L'accélération du plan Nord. Ça, c'est sûr que pour le Québec, c'est très, très important. Mais ce sont, comme on nous annonce ça, c'est sûr qu'on va avoir des résultats demain matin. C'est pas demain que ça se passe dans le domaine des richesses naturelles, c'est beaucoup plus long que ça. Moi, je parle en connaissance de cause, parce que j'ai été longtemps dans le Nord, j'ai été une dizaine d'années dans le Nord, dans le secteur de Chibougamau et de l'Abitibi, là. Et je sais que pour développer une mine, c'est pas facile, ça prend énormément d'argent, et ça prend énormément de temps. Dans les années 70, une mine, ça coûtait à peu près 35 millions de dollars pour la rendre à terme. Aujourd'hui, c'est peut-être en haut de 100 millions. Là. Et dans les années 70, je me souviens que les richesses naturelles avaient fait tout un survey de la zone de l'Abitibi, là, où ce que potentiellement, il pourrait avoir des découvertes minières. Ils appelaient ça les inputs, ça, des maps. Là. Il y avait un avion qui se promenait à basse altitude. Là. Il y avait un grand câble, peut-être, je ne sais pas, 300-400 pieds qui traînait à la queue de l'avion. Puis là, au bout de ça, il y avait comme ça avait peut-être 8-10 pieds de long, cette affaire-là. Là. Tous les instruments électroniques étaient là-dedans pour sonder le terrain là, de l'Abitibi. Et avec ça, c'est sûr qu'ils ont trouvé quelques mines. Mais avec beaucoup d'efforts et beaucoup d'argent. Et parce que c'est peut-être qu'aujourd'hui, c'est plus moderne, là, mais quand un détecteur envoyait un input à l'avion, on savait qu'il y avait du minerai, mais on ne savait pas qui c'était. Et 99% du temps, c'est du fer, ou des oxydes de fer. Là. C'est pour ça que c'est très, très difficile de développer une mine. Mais vu que le sous-sol du Québec a passablement de richesses naturelles, c'est sûr qu'une partie de notre avenir va se jouer dans ce secteur-là. Là, l'or est très, très fer. Ça favorise le développement des mines d'or en Abitibi, là. Parce que, évidemment, quand les mines d'or étaient fermées, l'once d'or valait peut-être 200-300 $ l'once. Aujourd'hui, c'est 10-700 $. Ça fait que toutes les vieilles mines qu'ils avaient trouvées réouvrent pour exploiter ce qu'ils appellent en termes miniers le low grade. Là. Moi, quand j'étais à Chibougamau, là, dans les mines, une tonne de moc, là, du minerai concassé pouvait contenir une once d'or. Et ensuite de ça, il y avait le cuivre, parce que la région de Chibougamau, c'était le cuivre principal. Mais il y a toujours un peu d'or associé au cuivre dans l'Abitibi. Et M. Charest, son plan Nord, c'est sûr que ça n'a pas levé comme il l'espérait. Parce que les gens sont conscients que de plus en plus que développer le Nord, c'est pas facile et ça prend beaucoup d'investissement et beaucoup de temps. Moi, je me souviens à Chibougamau, il avait trouvé une mine, je l'appelais Le Moine. Ça avait été trouvé par les gars de Toronto. Ça faisait peut-être 35-40 ans qu'ils savaient qu'il y avait du minerai là. Et de temps en temps, les compagnies votaient un budget pour aller prospecter. Et finalement, ils l'ont découvert. Mais ça a pris, je ne sais pas comment ça a coûté, là. Mais c'était juste un petit... c'était pas un gros, comme on dit, un gros body, là. Ça a duré peut-être 7-8 ans, puis là, c'est fermé. Et, on a des nouvelles technologies aussi. Au Québec, on est pas mal développé dans ce qui a trait aux nouvelles technologies, là. On n'a qu'à penser à CGI. C'est rendu une compagnie internationale. C'est un dénommé M. Godin, là, qui a parti ça dans son sol à Québec. Là. Je pense qu'il restait à Limoilou, là. Mais ça, c'est un succès des Québécois. Mais dans une petite vidéo, je disais que malheureusement, des jeunes d'envergure comme ça, il n'y en a pas beaucoup. Et quand on pense à Pierre-Carl Pellado, ça en est un autre, ça. Le Québécois, probablement que va renaître, là. Espérons. Et c'est ça l'économie du Québec. C'était très, très prospère, mais là, c'est moins prospère parce que notre principale richesse naturelle, les forêts,
boîte un peu, là. À ce moment-là, moi, je fais un chalet au lac Saint-Jean, puis on voit, il y a beaucoup de scieries qui sont fermées, puis vous passez des fois dans les cours d'entrepreneurs, les flots pour transporter le bois en longueur, là, ils sont tous cordés d'un cours, là, ils attendent, ils n'ont pas d'ouvrage. Et j'aimerais un peu aller vers l'ouest, tant qu'être parti sur l'économie canadienne. Longtemps, l'Ontario était à vache à lait de la péréquation. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. L'Ontario a des problèmes financiers comme au Québec et comme certaines provinces du Canada. Ça ne veut pas dire que l'Ontario, c'est le tiers-monde, là. Sauf qu'il participe moins à la péréquation qu'il participait. Et l'économie se déplace vers l'ouest. Ça, c'est indéniable, ça, que l'économie, l'avenir de l'économie canadienne est dans l'ouest, principalement avec les pétroles bitumineux qu'il y a en Alberta. Moi, je jasais avec quelqu'un l'autre jour, là, il y a beaucoup de Québécois qui travaillent là, ceux qui sont bien qualifiés, des soudeurs ou des plombiers, n'importe quoi, ceux qui veulent aller, il y a de l'ouvrage. Et la différence d'impôt, imaginez-vous qu'un citoyen qui demeure en Alberta paye 14 000 $ de moins qu'au Québec en impôts. 14 000 net, c'est de l'argent, ça. Il faut gagner quasiment 20 000 pour ça. Il y en a de plus en plus, là, les jeunes, j'en connais quelques-uns, moi, là, qui ont leur résidence en Alberta, mais on est Québécois, puis ils aiment ça revenir chez eux l'été. De toute façon, ils ont 14 000 $ de différence. Fait qu'ils peuvent se permettre de venir passer l'été au Québec. Ce n'est pas une lacune envers le Québec que je dis, mais c'est une constatation. Ça mériterait d'être vérifié pour un comptable, là, parce que ça m'a été rapporté par quelqu'un qui travaille là-bas et qui fait ça. Et c'est sûr que les sables bitumineux, actuellement, on voit que les Chinois investissent des milliards là-dedans. Dans les sables bitumineux, imaginez-vous, il y a 100 milliards de barils de pétrole. Il y en a autant qu'en Arabie Saoudite. C'est qu'imaginez-vous la richesse qu'il y a là. Et avec l'instabilité qui se passe actuellement au Moyen-Orient, on n'a rien vu encore en Alberta, là. Hein, avec l'instabilité qu'il y a avec l'Iran et ces choses-là, là, les compagnies vont toutes vouloir s'en venir là-dedans. Parce que c'est une place qui est sûre pour développer aller chercher du pétrole. Actuellement, il n'y a pas de danger de se faire canarder là, pour le moment. Et M. Harper l'a bien compris, notre premier ministre, là. Il veut faire un pipeline pour aller en Colombie-Britannique, là, pour exporter le pétrole vers l'Asie. Tant que ça ne dérangera pas les Américains, ils diront pas un mot, mais si jamais le pétrole des sables bitumineux finit par leur échapper en grande partie, probablement que les Américains vont émettre certains commentaires pour nous dire que faites attention, nous autres aussi, en tout cas, normalement, la géopolitique, ça se passe de même. Actuellement, c'est sûr qu'à l'ouest, on n'a rien vu encore avec les pétroles bitumineux, là, parce qu'il y a tellement d'instabilité dans le monde que toutes les compagnies vont s'en aller là. Puis, pour aller chercher cette ressource-là qui est quasi inépuisable, comme on dit aujourd'hui, là, au point de vue d'un pays grand comme le Canada, mais très peu peuplé, un grand pays qui a peut-être 35 millions d'habitants là-dedans. Et notre premier ministre Harper a compris une chose aussi. Nous autres, on parle du plan nord de la province de Québec. Lui, il va tous les ans, dans le nord du Canada, faire un voyage. Puis là, il y a un territoire, c'est comme une province, là, parce qu'il a saisi l'importance de l'Arctique pour l'avenir du Canada. Et ça, il faut féliciter M. Harper pour ça. Parce que, avec le recul des glaces, le passage du Nord-Ouest, c'est ça que je voulais parler, là, devient de plus en plus intéressant pour tout le monde. Et moi, j'ai fait quelques petites recherches, là, et pour partir de Londres à Tokyo, imaginez-vous, si vous empruntez le canal de Panama, il faut que vous fassiez 5300 km de plus pour aller soit de Londres à Tokyo, de Tokyo à Londres. Et si vous prenez le canal de Suez, vous faites 5500 km de plus
Pour donner une petite idée de ce que ça peut représenter, là, si vous prenez un automobile qui ferait 5300 km, là, à 45 km, ça va vous coûter 2920 $ de plus. Et si vous passez par le canal de Suez avec un automobile, en supposant que c'est pour donner une comparaison, là, il y a 2200 $ de plus que passer par les territoires du nord-ouest du Canada. C'est là l'importance du passage du nord-ouest. Et on m'a même dit que les bateaux américains passent là, et on sait que les Américains disent que le passage du nord-ouest, c'est un passage qui est international. Imaginez-vous, si c'est 2-3 000 $ pour un automobile, imaginez-vous un gros bateau qui est chargé de containers. Vous pouvez peut-être parler de 100 000 $, puis c'est sûr qu'il va y avoir des droits de passage là-dedans. Quand ça va circuler régulièrement, c'est pour ça que les Américains ne reconnaissent pas ça. Et quand des fois la douane canadienne, ça m'a été dit, je ne suis pas sûr si c'est vrai. Peut-être qu'un député posait une question à Ottawa, ça pourrait s'arrêter vers et vrai, là, mais c'est de bonne guerre, ça. Des fois, la garde côtière canadienne les contacte, mais les Américains ils font le sourd d'oreille, ils ne répondent pas. C'est sûr que le géant américain, où il y a 335 millions d'habitants, nous autres on est 35 millions, c'est sûr qu'on ne fait pas le poids avec eux autres, là. Mais notre ministre Harper a pris conscience de l'Arctique canadien et de plus en plus il veut accélérer la présence du Canada sur ces îles-là un peu partout. Mais ça prend de l'argent. Et il faut investir énormément d'argent. Mais ce que je pense, moi, pour le passage du Nord-Ouest, c'est sûr que la souveraineté canadienne va être reconnue en partie, comme celle des Russes sur l'autre côté, le détroit de Bering, là. Ça va être reconnu en partie, et peut-être qu'il va y avoir un partage des revenus, parce que, imaginez-vous, si vous sauvez une moyenne de 6000 km avec des transatlantiques qui sont chargés de containers, imaginez-vous ce que ça représente en coût. Ça, c'est sûr que ça favoriserait le développement du Nord canadien, des ports de mer, des entrepôts pour réparer les navires quand ils brisent, acheter des brise-glaces pour tenir le canal ouvert, toutes sortes de choses. Ça veut dire que ça va devenir, ça, un passage essentiel dans les années qui viennent. C'est pour ça que les prochaines décennies, le passage du Nord-Ouest va être très, très important. Et en plus, dans ces territoires-là, c'est sûr que c'est très, très fragile, mais il y a beaucoup de richesses naturelles aussi. Et pour terminer, l'internaute d'Ottawa, le jeune, me demandait s'il y avait de l'avenir dans l'immobilier. Pour un jeune de 22 ans, il y a toujours de l'avenir un peu partout, dans toute l'économie, parce qu'il est jeune, comprenez-vous. Ça va mal là, ou ça peut aller plus mal encore, mais ça se rétablit tout le temps, l'économie, ça. Si on regarde les années 30, il y a eu une dépression épouvantable, le monde a tout perdu, en majorité, là. Mais ceux qui avaient des valeurs, ce qu'ils appellent des commodités en anglais, qui avaient des terrains, ou qui avaient des résidences, ou qui avaient des terres, ou qui avaient des choses sensibles, eux en sont sortis meilleurs que ceux qui avaient juste des valeurs sur papier. C'est pour ça, pour un jeune, moi, si j'avais une vingtaine d'années, je ne serais pas inquiète, là, même qu'il arrive n'importe quoi, là. C'est sûr que si vous avez des valeurs physiques, les autres, ils ne s'envoleront pas demain matin. Mais quand, en cas de détérioration économique un peu plus prononcée, ben, c'est plus difficile de les garder. Mais si vous réussissez à les garder, ils vont reprendre les valeurs. S'ils valaient, mettons, je ne sais pas, moi, 100 000 $ en 2012, s'ils valent 10 000 $ dans 2-3 ans, on ne sait pas, on présume, là. Ils vont remonter à 100 000, puis quand le jeune va avoir 65 ans, au lieu de valoir 100 000, ça va valoir probablement 1 million, 1,5 million, cette affaire-là, s'il a pu le garder. Et pour l'or et l'argent, l'or vaut 1740 $ l'once actuellement, là. Moi, ce que je recommande, je ne vais pas empêcher un jeune de s'acheter de l'or et de l'argent s'il en veut. Mais sauf que je lui dis qu'il devrait avoir de l'or et de l'argent de façon physique. Pas des papiers, là, des certificats comme quoi vous avez tant d'onces d'or, là. Moi, je recommande aux jeunes que s'ils s'achètent de l'argent, ou n'importe qui, l'or, qu'il y ait des onces d'or physiques et des onces d'argent dans ses mains. À ce moment-là, ça, c'est très, très sécuritaire, parce qu'on ne sait pas aujourd'hui, c'est tellement instable dans l'économie, là, qu'on ne sait pas qu'est-ce qui peut arriver. Mais celui qui va avoir de l'or physique,
elle va toujours valoir de l'argent. Mais au sujet de ces de l'or et de l'argent, là, vous voyez, elle est à 1740 piastres l'once. Il y en a qui disaient que ça allait monter à 5000. Moi, j'ai difficulté à croire à ça, parce que si l'or va à 5000 piastres, l'économie va être écroulée, ça n'aura pas de bon sens. Et peut-être que les gouvernements, moi, ce que je pense, que si l'économie se dégrade encore davantage, ils vont être obligés de faire comme ils ont fait en 1933, sauf ça, c'est les Américains qui avaient fait ça. Ils avaient fixé le prix de l'or, puis ils avaient dit aux Américains, bien, tous ceux qui ont de l'or, il faut que vous nous l'avez vendu au Trésor national, là, au gouvernement américain pour 35 piastres l'once. Peut-être que nous allons revivre ça, mais pas à 35 piastres, peut-être à 2000, 1500 piastres l'once, là, pour sécuriser les monnaies, parce qu'aujourd'hui, c'est tellement instable, là, que les monnaies se promènent comme ça, là, puis, voyez-vous, notre pièce canadienne, à matin, elle rendait une pièce et 2, elle montait une pièce et 6, puis là, une couple de mois, je pense qu'elle était en 94-95 cents. Ça veut dire que ça débalance complètement là, le porte-monnaie, voulez-vous dire. En tout cas, je suis très content d'avoir fait ce petit vidéo-là pour, en particulièrement pour l'internaute d'Ottawa, là, un jeune de 22 ans. Moi, ça me fait plaisir quand je vois des jeunes qui s'occupent, qui s'intéressent à des sujets aussi arides. Parce que c'est pas en tout cas, c'est moins populaire que, je sais pas, moi, les Gaga ou des choses comme ça. Sur ça, je vous dis merci, bonne écoute, bonjour et à la prochaine.